L'Iran vient d'infliger à Trump la défaite militaire la plus humiliante de sa présidence. Pas sur un champ de bataille, pas dans une salle de négociation, dans un détroit de 54 kilomètres de large où la marine américaine, la plus puissante de l'histoire, ne peut tout simplement pas opérer. Et personne ne parle de ce qui arrive vraiment ensuite. Les médias occidentaux vous montrent des déclarations de victoire américaine, des images de porte-avions imposants fendant les flots du golfe Persique, des communiqués du Pentagone sur la liberté de navigation. Ils vous répètent que la pression maximale de Trump va contraindre Téhéran à capituler. Ils vous présentent l'Iran comme un régime acculé, épuisé, à court de ressources et de solutions. Mais voici ce que personne ne vous dit. L'Iran n'est pas acculé. L'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en un piège que les États-Unis ne peuvent pas déminer, ne peuvent pas contourner et ne peuvent pas ignorer. Et pendant que Washington parle de victoire, 20% du pétrole mondial sont en otage, dans un couloir de 3 km de large, gardé par des sous-marins que la marine américaine est incapable de trouver. La question que vous devez poser immédiatement est celle-ci. Qui exactement bénéficie de votre ignorance sur les limites réelles de la puissance militaire américaine dans les eaux peu profondes du détroit le plus stratégique de la planète? Bonjour, je suis Bernard, analyste en géopolitique. Chaque semaine, je décortique pour vous les rapports de force réels derrière les conflits que les médias vous racontent mal. Si cette vidéo vous éclaire sur ce que personne n'ose dire, likez et abonnez-vous, c'est ce qui permet à cette chaîne de continuer. Nous allons examiner exactement comment l'Iran a construit un système de déni d'accès dans le détroit d'Ormuz, qui rend la stratégie militaire de Trump structurellement inopérante. Parce que comprendre ceci, c'est comprendre pourquoi ni les sanctions, ni les frappes aériennes, ni la rhétorique de pression maximale ne peuvent produire la capitulation iranienne que Washington promet depuis des mois. Laissez-moi commencer par la donnée la plus dévastatrice, celle qui devrait faire la une de tous les journaux, mais que les médias ignorent parce qu'elle détruit le récit de la supériorité militaire américaine dans ce théâtre d'opération. Le détroit d'Ormuz mesure 54 km de large, à son point le plus étroit. Mais les chenaux de navigation réels, les voies où les pétroliers et les navires commerciaux peuvent transiter en toute sécurité, ne font que 3 km de large. La profondeur moyenne de l'eau dans ces chenaux est d'environ 30 mètres. Ça veut dire que les sous-marins américains de classe Ohio, qui mesurent 170 mètres de long et déplacent 18 000 tonnes, sont physiquement incapables de pénétrer dans la zone d'opération. La flotte sous-marine la plus puissante de l'histoire de l'humanité ne peut pas entrer dans le seul espace où la menace existe. Et l'Iran a conçu toute sa stratégie navale autour de cette réalité géographique immuable depuis des décennies. La conséquence est immédiate, concrète et militairement irréversible. 20% de tout le pétrole mondial transite par un corridor que la marine américaine ne peut pas sécuriser avec ses plateformes les plus avancées. Les sous-marins iraniens de classe Gadir mesurent 29 mètres et déplacent 150 tonnes. Ils sont assez petits pour naviguer dans les chenaux peu profonds où les sous-marins américains ne peuvent physiquement pas entrer. Leur signature acoustique est masquée en permanence par le bruit ambiant des dizaines de navires commerciaux qui traversent le détroit à chaque instant. Lorsqu'un Gadir se pose sur le fond marin et coupe ses moteurs, il devient acoustiquement indétectable, indiscernable de l'environnement sonore naturel d'une voie navigable parmi les plus fréquentées au monde. Le Pentagone a confirmé qu'au moins 12 mines ont déjà été déployées dans le détroit à des emplacements inconnus et avec des mécanismes de déclenchement variés. L'Organisation maritime internationale a recensé 17 incidents distincts contre des navires commerciaux dans le détroit au cours des 16 premiers jours de mars seulement, faisant au moins 11 morts ou disparus parmi les équipages.
Le prix du pétrole brut Brent a dépassé 118 $ le baril depuis le début du conflit. Dans certaines régions des États-Unis, le prix à la pompe est passé de 4,20 $ à environ 7 $ le gallon en quelques semaines. Le contraste est dévastateur. D'un côté, Washington déploie la flotte navale la plus coûteuse de l'histoire, avec des groupes aéronavals dont le coût opérationnel dépasse $1 million par jour. De l'autre, des sous-marins iraniens de 29 mètres construits avec une technologie des années 90 neutralisent cette flotte dans un corridor de 3 km de large. Ce n'est pas la première fois qu'une puissance navale dominante s'est heurtée à l'impuissance opérationnelle dans des eaux restreintes face à un adversaire géographiquement adapté. En 1950, pendant la guerre de Corée, les mines navales nord-coréennes ont bloqué les opérations amphibies américaines à Wonsan pendant des jours entiers, tuant plusieurs marins et retardant des opérations critiques malgré la supériorité navale totale des États-Unis en haute mer. En 1984, l'Iran avait déjà miné une partie du golfe Persique, endommageant plusieurs navires de guerre américains et forçant Washington à mobiliser des ressources considérables pour des opérations de déminage qui ont duré des mois. En 1988, la frégate américaine USS Samuel B. Roberts a été gravement endommagée par une mine iranienne dans le golfe Persique, blessant 10 marins et nécessitant 90 millions de dollars de réparation. Et pourtant, personne ne tire la leçon. Imaginez que vous possédez le chien de garde le plus impressionnant du quartier. Un molosse de 100 kilos, dressé, redouté, capable de mettre en fuite n'importe quel intrus en terrain découvert. Tout le quartier vous respecte à cause de ce chien. Votre voisin d'en face, lui, a installé un système de galeries souterraines sous votre jardin. Des tunnels trop étroits pour votre chien, trop profonds pour que vous les détectiez de la surface. Il peut traverser votre propriété, poser ce qu'il veut, récupérer ce qu'il veut et ressortir sans que votre chien ait jamais aboyé. Un jour, vous retrouvez des pièges dans votre jardin sans avoir entendu le moindre bruit. Votre chien est toujours là, toujours imposant, toujours terrifiant en terrain découvert. Mais il ne peut absolument rien faire contre des tunnels qu'il ne peut ni voir ni atteindre. C'est exactement ce que vient de faire l'Iran avec ses sous-marins Ghadir dans le détroit d'Ormuz. Voici ce que les données structurelles confirment au-delà du fait militaire immédiat. L'arsenal de mines marines iranien comprend des mines magnétiques déclenchées au contact de la coque d'un navire, des mines acoustiques activées par le profil sonore de type de navire spécifique, des mines à pression déclenchées par le déplacement hydrodynamique d'un navire de passage et des mines intelligentes comme les variantes Maham 3 et Maham 7, programmées pour distinguer les navires militaires des pétroliers commerciaux et frapper sélectivement les navires de guerre tout en laissant passer la navigation civile. Cette dernière capacité est la plus alarmante de toutes sur le plan opérationnel. L'Iran peut déployer un champ de mines ciblant spécifiquement les navires de guerre américains, ce qui empêche Washington de simplement déclarer le détroit dangereux pour tous et de justifier une interruption totale du trafic. Par ailleurs, Washington a annoncé dans le cadre de l'opération Mysterious Fury avoir détruit 11 sous-marins iraniens, dont le Fateh de 600 tonnes et les sous-marins de classe Kilo de fabrication russe. Mais les sous-marins Ghadir, les 29 mètres qui représentent la menace réelle dans les eaux peu profondes, n'ont pas été détruits. Tout porte à croire qu'ils n'ont pas été localisés. La raison de leur non-localisation est identique à la raison de leur dangerosité. Les gens qui ont conçu cette situation ne sont pas stupides. Ils savent exactement ce qu'ils font. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ces analyses arrivent chaque jour sur un conflit qui change toutes les heures. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voici le coup de grâce, le véritable révélateur de toute cette situation. La stratégie de Trump dans le détroit d'Ormuz repose sur une hypothèse fondamentale qui est structurellement fausse avant même que le premier navire américain entre dans la zone d'opération.
Cette hypothèse est que la supériorité technologique américaine en haute mer est transposable aux eaux peu profondes et acoustiquement saturées du détroit. Elle ne l'est pas. Le sonar le plus sophistiqué de la flotte américaine est calibré pour les eaux profondes où les sous-marins adverses opèrent normalement à des centaines de mètres de profondeur. Dans 30 mètres d'eau, avec un trafic maritime intense au-dessus, ce sonar ne peut pas distinguer un sous-marin Gadir immobile du bruit de fond d'une voie navigable commerciale ultra fréquentée. On peut détruire ce qu'on trouve. On ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas détecter. Et l'Iran a conçu ces Gadirs précisément pour être indétectables dans l'environnement exact où ils opèrent. La réalité est déjà en place avant même que Trump signe le premier ordre de mission. Mais ce n'est pas encore le pire. Le second mécanisme qui garantit l'échec de la stratégie américaine est encore plus profond et plus difficile à corriger que le simple problème de détection. La doctrine navale américaine en matière de lutte anti-mines repose sur des navires dragueurs de mines spécialisés, des plateformes conçues pour détecter et neutraliser les mines sans les déclencher. Les États-Unis en possèdent, mais pas en nombre suffisant ni dans des configurations optimales pour les eaux très peu profondes des voies de navigation du détroit d'Ormuz. Les marines européennes, notamment britanniques et allemandes, disposent de capacités de déminage et de lutte contre les mines directement pertinentes pour ce théâtre. Mais l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne ont toutes refusé de participer à une opération navale visant à rouvrir le détroit. Le ministre allemand de la Défense a déclaré publiquement que l'Europe n'enverrait pas ses navires dans le détroit pour accomplir ce que la puissante marine américaine semble incapable de faire seule. Trump a réagi en qualifiant ses alliés européens de lâches. Cela n'a pas modifié leur position d'un millimètre. Sans la coopération navale des alliés, la capacité américaine à déminer les zones déjà minées par les sous-marins Gadir est structurellement insuffisante. Et ce refus européen n'est pas de la lâcheté au sens militaire du terme. C'est une évaluation rationnelle d'un risque inacceptable dans un environnement où mines, sous-marins, missiles côtiers et drones peuvent converger simultanément. L'humiliation de Trump dans le détroit d'Ormuz n'est donc pas seulement le résultat de la stratégie iranienne. Elle est aussi le résultat de l'isolement diplomatique dans lequel sa politique étrangère a plongé les États-Unis. Examinons maintenant comment cette situation se manifeste concrètement et pourquoi chaque action américaine confirme que la stratégie militaire de Trump dans le détroit est en train d'échouer exactement comme l'Iran l'avait prévu. Premièrement, l'opération Mysterious Fury a détruit 11 sous-marins iraniens et a été présentée comme une dégradation significative des capacités sous-marines iraniennes. Mais l'analyse opérationnelle révèle que les sous-marins détruits étaient les grandes plateformes, les plus bruyantes, opérant dans des eaux où le sonar américain est efficace. Les Gadir, eux, sont restés exactement là où ils étaient, silencieux, attendant. Détruire les sous-marins visibles tout en laissant intacts les sous-marins invisibles n'est pas une victoire. C'est l'équivalent de sécuriser la chambre et la cuisine d'une maison en ignorant que des intrus sont installés dans la cave. L'Iran a conçu son système de déni d'accès pour survivre exactement à ce type d'opération partielle. Deuxièmement, Trump a décidé de lever les sanctions sur les exportations de pétrole iranien dans une tentative de donner à Téhéran une incitation financière à maintenir le détroit au moins partiellement opérationnel. Cette décision, présentée comme un levier stratégique, révèle en réalité l'étendue de l'impuissance américaine dans le détroit. Washington a renoncé à son principal outil de pression économique sans obtenir en échange la moindre garantie opérationnelle sur l'état du détroit. Le détroit reste de facto fermé à la navigation commerciale occidentale. L'ouverture partielle que Trump espérait acheter avec cette concession ne s'est concrétisée sous aucune forme significative.
L'humiliation de Trump dans le détroit d'Ormuz est précisément cette contradiction, avoir renoncé à l'arme économique sans résoudre le problème militaire. Troisièmement, aucun capitaine commercial ne risque un pétrolier chargé à pleine capacité sur une route où une seule mine peut l'attendre à un emplacement inconnu. Le coût de l'assurance seul rend le transit économiquement non viable. L'incertitude sur la position des mines agit comme une arme en elle-même, qu'une seule mine explose ou non. Les 17 incidents recensés par l'Organisation maritime internationale en 16 jours ont suffi à vider le détroit de sa navigation commerciale normale sans que l'Iran ait eu besoin d'intensifier ses opérations. La menace est plus efficace que l'action, et l'Iran le sait depuis le début. Quatrièmement, les familles américaines paient en direct les conséquences de l'échec de Trump dans le détroit. 7 $ le gallon d'essence dans certaines régions des États-Unis. Des analystes qui avertissent que les remboursements hypothécaires pourraient augmenter significativement si la hausse des prix énergétiques se prolonge. La pression politique sur la Maison-Blanche s'intensifie chaque semaine que le détroit reste bloqué. Et l'Iran n'a pas besoin de couler un porte-avions américain pour maintenir cette pression. Il lui suffit de maintenir l'incertitude. La stratégie de déni d'accès iranienne produit ses effets économiques aux États-Unis sans nécessité d'escalade militaire supplémentaire. Cinquièmement, la demande de financement d'urgence de 100 milliards de dollars soumise par l'administration Trump représente le premier versement d'un engagement financier sans date de fin définie. Les électeurs américains qui paient 7 $ le gallon d'essence ne feront pas preuve d'une patience politique indéfinie face à un conflit qui était censé se terminer en quelques semaines. Le canal diplomatique via le Qatar est rompu. L'invasion terrestre que les conseillers militaires qualifient de désastre absolu est toujours envisagée. Les B-52 sont en vol. Et quelque part au fond du détroit d'Ormuz, les Gadirs attendent, moteurs éteints, mines prêtes à être déployées. La stratégie iranienne de résistance patiente et asymétrique est en train de gagner exactement comme ses concepteurs l'avaient prévu. Dans une salle souterraine à Téhéran, aux murs couverts de cartes bathymétriques du détroit, un amiral iranien examine les données de position transmises depuis 30 mètres de profondeur. Il dit à son adjoint que les Américains ont cherché dans le secteur nord pendant 72 heures. L'adjoint répond qu'ils cherchent toujours. L'amiral dit simplement qu'ils peuvent chercher aussi longtemps qu'ils le souhaitent. L'adjoint demande si la pression internationale va pousser Téhéran à négocier rapidement. L'amiral répond que la pression internationale, c'est 7 $ le gallon aux États-Unis et que ce n'est pas Téhéran qui ressent cette pression. Un officier plus jeune demande quand on actualise les positions 3, 7 et 11. L'amiral regarde la carte, pose son doigt sur le chenal de navigation sud et dit que dans 48 heures, les équipages doivent être prêts. Il referme le dossier et ajoute que la patience est la première arme dans ce type de guerre. Les écrans continuent d'afficher les données en temps réel. Dans le bureau ovale, un général pose devant Trump un rapport de 30 pages sur l'état des opérations dans le détroit. Trump feuillette rapidement et demande combien de Gadirs ont été localisés. Le général dit que le chiffre est 0. Trump répète le mot comme s'il n'avait pas bien entendu. Le général explique que les 11 sous-marins détruits étaient les grandes plateformes, celles que les systèmes américains peuvent détecter en haute mer, et que les Gadirs sont dans 30 mètres d'eau avec un bruit de surface constant au-dessus d'eux. Trump demande ce qui empêche d'envoyer des dragueurs de mines. Le général dit qu'il en faudrait davantage et que les Européens ont refusé d'envoyer les leurs. Trump dit qu'il a appelé les Européens des lâches. Le général répond que ça n'a pas changé leur réponse. Trump pose le rapport sur le bureau et dit à voix basse, pour lui-même autant que pour le général, que personne ne lui avait dit que le détroit était si petit. Le silence dure plusieurs secondes.
Sur le quai d'un port méditerranéen, 2 officiers de marine marchande boivent un café en regardant les données d'assurance sur leurs écrans. Le premier dit que son armateur lui demande d'évaluer le transit d'Ormuz pour la semaine prochaine. Le second demande ce qu'il va répondre. Le premier dit qu'il a envoyé le devis d'assurance 140% de primes supplémentaires et que la conversation s'est arrêtée là. Le second rit et dit que même si les mines n'explosent jamais, elles ont déjà gagné. Le premier dit que c'est exactement ça, que la mine parfaite est celle qu'on ne fait jamais exploser. Le second pose sa tasse, regarde l'horizon et dit que les Iraniens ont compris ça avant tout le monde et que Trump ne l'a pas encore compris. Un cargo passe lentement à l'horizon, faisant le tour par le cap de Bonne-Espérance. Le café refroidit sur le quai. Les données d'assurance restent affichées sur les écrans. Ce conflit révèle quelque chose de structurel sur le fonctionnement réel de la puissance militaire au XXIe siècle. La doctrine de supériorité navale américaine a été construite autour d'une hypothèse fondamentale que tous les futurs conflits se dérouleraient en haute mer, dans des eaux profondes, là où les technologies américaines de détection, de communication et de projection de force confèrent un avantage décisif et insurmontable. Cette hypothèse était correcte dans tous les théâtres d'opération auxquels Washington a été confronté depuis la fin de la guerre froide. Elle est fausse dans le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas cherché à construire une marine symétrique capable de défier la flotte américaine en haute mer. Il a construit une capacité de déni d'accès spécifiquement optimisée pour le seul théâtre d'opération qui compte géographiquement pour lui. Cette approche représente un modèle que des puissances de second rang dans d'autres régions du monde étudient, adaptent et déploient en ce moment même. Construire non pas une force qui impressionne en haute mer, mais une force qui rend un environnement géographique précis inopérable pour l'adversaire dominant. Le détroit d'Ormuz n'est pas le seul endroit au monde où cette logique s'applique. La mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan, la mer Baltique, tous ces espaces ont des caractéristiques géographiques que des adversaires potentiels des États-Unis étudient à travers le prisme exactement de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la leçon de ce conflit, c'est la leçon que d'autres acteurs dans d'autres contextes appliquent simultanément. Et voici le chiffre que j'ai gardé pour la fin. 3 kilomètres. C'est la largeur réelle du chenal de navigation praticable dans le détroit d'Ormuz. 3 kilomètres de large, 30 mètres de profondeur, et dans cet espace minuscule transite 20% de tout le pétrole mondial, soit environ 18 à 20 millions de barils par jour. Dans ce corridor de 3 kilomètres, la technologie navale la plus avancée de l'histoire humaine est aveugle, impuissante et incapable de neutraliser des sous-marins de 29 mètres qui reposent silencieusement sur le fond marin. Ce chiffre est le résumé de tout ce que vous venez d'entendre. Dans 2 ans, si la trajectoire actuelle se maintient, les primes d'assurance pour le transit d'Ormuz seront structurellement intégrées dans le coût du pétrole mondial, transformant définitivement les routes alternatives comme le cap de Bonne-Espérance en option commerciale permanente et augmentant les coûts de transport énergétique mondial de manière durable. Dans 5 ans, d'autres États disposant de détroits stratégiques sur leur littoral auront développé des capacités de déni d'accès directement inspirées du modèle iranien, des sous-marins côtiers silencieux, des mines intelligentes sélectives, une doctrine fondée sur l'incertitude plutôt que sur la destruction ouverte. Dans 10 ans, la doctrine navale américaine aura été entièrement réécrite pour intégrer la réalité des eaux peu profondes et des environnements acoustiquement saturés. Mais cette réécriture aura coûté des centaines de milliards de dollars et sera arrivée avec une décennie de retard sur les acteurs qui ont compris la leçon en premier. Et la question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Si l'Iran
avec des sous-marins de 29 mètres construits sur une technologie des années 90, a réussi à neutraliser la marine américaine dans un corridor de 3 km de large. Quels autres acteurs dans le monde ont déjà identifié leur propre détroit, leur propre corridor, leur propre 3 km et sont en train de construire silencieusement la capacité de reproduire exactement ce que Téhéran vient de démontrer? Le 21e siècle ne se gagne pas avec des porte-avions de 100 000 tonnes naviguant en haute mer face à des adversaires qui ont eu la lucidité de ne jamais combattre en haute mer. Il se gagne avec la compréhension exacte de la géographie, la maîtrise de l'environnement local et la patience d'une stratégie construite non pas pour impressionner, mais pour fonctionner là où l'adversaire est structurellement aveugle. L'Iran a humilié Trump dans le détroit d'Ormuz, non pas parce que Téhéran est militairement supérieur à Washington, mais parce que l'Iran s'est battu dans le seul espace où la supériorité américaine ne compte pas, et que ce choix stratégique était délibéré, préparé et parfaitement exécuté. Si cette analyse vous a montré sans filtre pourquoi ce conflit entre dans une phase nouvelle et décisive, abonnez-vous à la chaîne. Les prochains développements vont être déterminants. On va continuer à décrypter ensemble chaque mouvement sans filtre, sans complaisance, avec la lucidité que ce moment historique exige.